Nous sommes déjà dans la troisième partie de cette émission des acteurs de l'écho. Troisième partie, ça veut dire l'interview du CEO de la semaine. Nous avons choisi cette semaine Pascal Laffineur, qui est le CEO de NRB. Je vous l'ai dit, c'est une des 3 plus grandes entreprises IT en Belgique. Bonjour Pascal Laffineur, comment allez-vous? Bonjour Bruno, je vais très bien. Alors NRB, c'est, je le disais, un des 3 grands acteurs en matière d'informatique. Alors vous proposez de la consultance, des logiciels, de l'infrastructure, du personnel. Comment décririez-vous la raison d'être? On parle beaucoup aujourd'hui de l'importance du purpose. Pourquoi est-ce qu'NRB existe? Comment vous pouvez résumer ça? Alors vous dites on est dans le top 3, je ne sais pas qui sont les 2 autres. Non, voilà. Nous accueillons dans les prochains jours Guillaume Boutin de Proximus. Ah voilà, très bien. Oui, tout à fait. Alors bien que l'IT est évidemment une matière assez large, la raison d'être d'NRB, c'est d'être à la fois une grande entreprise capable de se comparer aux entreprises internationales dans la gamme de produits qu'elle est capable de proposer, tout en ayant un ancrage local, c'est-à-dire en ayant le concern par rapport au développement local, à la création d'emplois. Et c'est cette combinaison de 2 choses-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la grande boîte IT wallonne alors? Oui, c'est la grande boîte IT dont les actionnaires sont belges. Et donc, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Donc, c'est pour ça que cette spécificité-là est importante pour nous, en particulier en termes de proximité par rapport à nos clients. Brièvement, l'histoire d'NRB en quelques mots. Donc, c'est plus de 30 ans maintenant. C'est un certain nombre d'entreprises qui sont toujours les actionnaires aujourd'hui d'NRB qui se mettent ensemble pour créer un département informatique et qui a un shared service center, comme on dit à l'époque. Voilà, aujourd'hui, on disait sans doute pas comme ça à l'époque, mais c'est un peu ça. Et donc, qui aujourd'hui a développé une activité qui va bien au-delà, bien entendu, de cet objectif premier, puisque l'entreprise a une taille qui dépasse de loin ce que probablement les personnes qui l'avaient créée à l'époque avaient pu imaginer. Allez, on en vient à la taille. Quelques métriques pour situer NRB. Chiffre d'affaires 2019 ou 2020 Alors, le chiffre d'affaires 2020 sera aux alentours de 400 millions d'euros. Et ce qui est important, c'est qu'on atteindra en 2021, étant donné la croissance embarquée que l'on a, les 500 millions. C'est important pour nous, c'est le demi-milliard, vous imaginez. Oui, symbolique. Voilà, symbolique. Et le taux de croissance de digits? Le taux de croissance est à la fois entre 5 et 10% en termes de croissance organique, mais beaucoup plus important si on... Oui, vous avez racheté plein d'entreprises, vous avez racheté 5 entreprises. En 2020, on a racheté, ou en tout cas pris des participations importantes dans 5 entreprises. Nombre d'employés au total au niveau du groupe? 3200 personnes. À peu près la moitié dans la maison mère qu'on appelle NRB Core et à peu près la moitié dans les filiales. Il y a une dizaine de filiales qui gravitent autour du groupe NRB. Alors comment ont évolué les métiers d'NRB ces 10 dernières années? La particularité d'NRB, c'est d'avoir d'une part un ensemble de services qui sont liés à l'infrastructure et au développement des logiciels et qui donc, eux, ont été modernisés, ont été mis à jour par rapport aux besoins des clients. Et la deuxième grande évolution... Vous êtes passé quoi, des data centers au cloud? On a toujours nos data centers, mais bien entendu, on propose à nos clients des solutions cloud. En fait, on n'a pas de religion particulière. On est c'est la religion du client. Capable d'intégrer des solutions différentes et c'est vraiment ça qui est la diversification d'NRB. Et pour revenir sur l'évolution des métiers, nous avons énormément investi dans la verticalisation, c'est-à-dire dans notre capacité au travers de filiales qui sont expertises dans le secteur de la santé, qui sont Sivadis ou Sevi dans le secteur... Très belles entreprises, wallonnes. Voilà, exactement. Qui peuvent développer des logiciels avec une intime connaissance du métier du client. Donc là, on est vraiment dans la verticalisation et ça, c'est une évolution. La verticalisation et la présence dans les secteurs qui sont en croissance. Absolument, absolument. Donc les secteurs dont j'ai parlé, par exemple le healthcare, mais aussi les utilities, le secteur financier et assurance, bien entendu, et puis le secteur public qui est évidemment l'ADN d'NRB. Quel est le métier qui drive la croissance d'NRB aujourd'hui? On a beaucoup de succès dans l'infrastructure et la reprise en main des infrastructures IT de nos clients. Mais en parallèle de ça, on voit que les solutions software sont aussi de plus en plus importantes. Donc pour nous, l'idéal, c'est de faire les deux, d'avoir à la fois l'infrastructure et de pouvoir positionner nos propres solutions sur cette infrastructure. Alors le professeur de stratégie pose la question, est-ce que vous avez un bon équilibre entre votre croissance organique et vos acquisitions? Moi, je suis convaincu depuis toujours qu'il faut les deux et qu'en tout cas, la croissance organique ne doit certainement pas pâtir d'acquisitions qui sont par ailleurs chronophages. Il faut, pour la bonne santé de l'entreprise, très certainement continuer à avoir une croissance organique au-delà du marché et donc de continuer à prendre des parts de marché globales sur un secteur très concurrentiel, vous le savez bien, je crois. Oui. Alors dans l'histoire d'NRB, il y a des actionnaires importants. Ethias est un actionnaire important, oui. C'est aussi un client important. Absolument. Comment pèse Ethias sur les performances d'NRB aujourd'hui, sur le chiffre d'affaires d'NRB et sur le futur d'NRB? La relation entre Ethias et NRB est très importante. On a l'habitude de dire qu'on est dans une solution win-win. Ce qui est bon pour une entreprise est bon pour l'autre. Donc elle se caractérise par 2 choses. Première
premièrement, la relation opérationnelle. Et donc, Ethias vient de faire appel à NRB pour reprendre la totalité de son informatique. Donc, c'est une super nouvelle pour nous. Et avec cette croissance, ça représente environ 19% du chiffre d'affaires global du groupe. Donc, c'est un client important. Il reste néanmoins 80... C'est pas une trop grande dépendance à ce client actionnaire? 81% à l'extérieur. Je pense que on a de quoi faire en termes de diversification. La deuxième partie, c'est la relation actionnariale. Et là, si on se reprend il y a 10 ou 15 ans, l'IT, c'était une commodité. C'était une activité dont il fallait diminuer les coûts à tout prix. Alors que maintenant, c'est stratégique. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus stratégique, et en particulier pour une entreprise comme Ethias, avoir la digitalisation de la relation client est un facteur de compétitivité. Tout à fait. Donc c'est devenu une véritable opportunité pour Ethias d'avoir une participation aussi importante dans une entreprise informatique comme NRB. Si vous fermez les yeux 2 minutes, vous vous projetez en 2021-2022, quel type d'entreprise vous intéresse au niveau acquisition, sans citer de nom bien sûr? On est dans les acquisitions sur 3 critères. Le premier critère, c'est renforcer notre portefeuille de produits. Ou, deuxième critère, renforcer notre présence dans ce secteur particulier. Ou, troisième critère, un critère géographique, être présent dans d'autres pays ou dans d'autres régions dans lesquelles nous sommes moins présents. Selon ces 3 critères-là, on analyse toutes les opportunités du marché, on décide si oui ou non on fait affaire. Et vos objectifs de croissance organique pour les 5 prochaines années? Entre 5 et 10%. Entre 5 et 10%, mais toujours au-delà de la croissance du marché. Comment faites-vous pour trouver les talents? Parce qu'on se trouve dans un secteur dans lequel il y a une pénurie de talents. Vous annoncez une très très forte croissance. Comment ça se passe? Vous récupérez du personnel de vos clients qui outsourcent l'infrastructure, vous formez des gens, vous êtes dans les écoles d'ingénieurs Tout ça à la fois, pour vous donner un ordre de grandeur, on a recruté plus de 120 personnes en 2020, alors que c'est une année dont tout le monde sait qu'elle est quand même très compliquée. C'est même un chiffre plus élevé que ce qu'on a fait en 2019. Donc le recrutement est très important, et en particulier le recrutement de jeunes talents qui se confrontent pour la première fois à une grande entreprise informatique. C'est à nous à leur donner des ambitions. Et puis, comme vous le dites, quand on reprend une activité chez un client, on récupère aussi une partie du personnel. C'est une autre façon de continuer à croître. Et le Covid a accéléré la transformation de votre client? C'est bénéfique pour votre chiffre d'affaires? À court terme, ça crée plus de problèmes que d'opportunités, mais je crois qu'à moyen terme, ça va permettre de faire en sorte que ceux qui n'étaient pas convaincus que la digitalisation était importante vont en fait se rendre compte à quel point c'est essentiel pour la pérennité de leur business. Donc moi, je suis très confiant sur le fait que les marchés vont continuer à progresser et à nous offrir des opportunités. Est-ce que vous percevez une accélération de la montée sur le cloud de vos clients à cause du Covid? Pas particulièrement à cause du Covid. C'était inscrit dans les astres? Je pense. C'est une tendance de fond. Mais la Belgique était un peu en retard par rapport à cette tendance. Oui, mais je pense que la plupart des grandes entreprises, celles auxquelles on s'adresse, ont vraiment compris le besoin de cette transition-là. Et notre croissance, en fait, vient de là, vient de ces opportunités. Donc oui, il y a un vrai mouvement à la hausse. Alors, dans les 2 premières parties de cette émission, on a parlé de Guédop Wallonia, de ce qu'on recommande... ce que ces patrons recommandent, ces CIO, j'aime pas ce mot patron, ces CIO recommandent à la région wallonne. Quelles seraient vos recommandations, vous, parce que vous êtes un grand acteur du numérique? On l'a vu, la Wallonie est un petit peu en retard, il y a peut-être ou pas une accélération maintenant avec le Covid. Quelles sont les recommandations que vous faites par rapport à la digitalisation de la Wallonie? Je pense qu'il y a encore moyen de faire mieux, même si beaucoup de choses existent. Je pense qu'il y a en particulier beaucoup d'aides aux entreprises qui se lancent dans le numérique. NRB... Où est-ce que le bas blesse alors pour cette adoption du numérique? Je pense que peut-être il manque d'une coordination globale. Quand je vois certaines organisations publiques qui demandent des services qui sont peut-être du point de vue du contenu assez similaires, mais qui ne se mettent pas ensemble peut-être pour trouver la solution qui pourrait convenir aux deux. Et donc, il y a des appels d'offres. Manque de synergie entre les institutions publiques sur le numérique. On pourrait sur certains sujets réfléchir de façon plus large pour offrir des solutions qui soient plus globales et pas simplement à telle institution qui chacune de leur côté n'ont pas la masse critique pour véritablement être efficaces. Est-ce que vous avez des demandes ou des recommandations concernant la formation du personnel? Alors, je suis personnellement très impliqué dans le développement des études scientifiques, que ce soit des études d'ingénieurs ou informatiques, et j'essaye de faire en sorte que les universités, les grandes écoles, les organismes de formation prennent en considération le besoin des entreprises. Là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont faites. On peut encore aller plus loin. Un peu le syndrome wallon d'avoir une école protégée de l'entreprise et qui ne parle pas avec l'entreprise.
Je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à concilier deux choses. D'une part, ce qu'il faut garder, c'est la compétence, je dirais, théorique et technologique de nos ingénieurs et de nos scientifiques. Elle est extraordinaire. Mais là où le bas blesse peut-être, c'est la capacité de comprendre les besoins de l'entreprise. Donc il faudrait essayer de trouver un juste équilibre entre les deux. Alors quel type de CEO, on va parler un peu de l'homme maintenant, quel type de CEO êtes-vous et pourquoi ? Écoutez, j'ai apporté avec moi un livre qui s'appelle « Vive des managers humanistes et performants ». Les auteurs, Dominique Lemal et Didier Timmermans, m'ont demandé de faire la préface parce que je suis, en gros, très aligné avec ce qu'il y a dans ce livre. Simplement, j'aurais changé le titre. J'aurais dit, au lieu de humaniste et performant, j'aurais dit performant et humaniste. Petite nuance, mais je crois que le CEO doit d'abord être performant. Concrètement ? Ça veut dire qu'en fait, je pense, moi, que l'équipe et la capacité de travailler en équipe et donc d'avoir une certaine forme de bienveillance, d'humanité dans la façon dont on gère les affaires. Et ça, on l'a ou on l'a pas ? Ou ça s'apprend ? Je pense qu'on ne l'a pas. Je pense que c'est d'abord une conscience qu'il faut avoir que ce type de management est en fait efficace pour driver la performance de l'entreprise. Encore probablement qu'ils pensent qu'il faut être tout sauf humaniste à l'intérieur d'une entreprise. Je ne le crois pas. Je pense que c'est des choses qui s'apprennent et qui sont aussi très communicatives. Une équipe qui marche bien, regardez, je pense qu'il n'y a pas un seul grand projet qui peut réussir sans que ce soit le résultat d'un travail d'équipe. Et je ne crois pas au mouton à 5 pattes ou à la superstar qui fait tout dans son coin toute seule. Il nous reste une minute, parce qu'à la fin, en préparant cette émission, vous avez insisté sur le rôle sociétal de NRB, mais aussi sur celui du CEO, en évoquant surtout notre responsabilité vis-à-vis des générations futures. Les CEO doivent rentrer dans la société pour parler aux jeunes, pour donner cours aux jeunes. Pour donner cours aux jeunes, j'ai accepté une charge de professeur de stratégie et d'innovation à l'ICHEC, mais au-delà de ça, je pense que le rôle sociétal d'une entreprise comme NRB et de ses membres, ça doit être de faciliter l'accès aux technologies informatiques, non pas à leurs clients, mais aux clients de leurs clients. Le patient qui va à l'hôpital, le citoyen qui va à sa commune. Pourquoi ? Transformer son expérience. Il y a véritablement l'informatique pour le commun des mortels, c'est compliqué, ça tombe souvent en panne et on a peur de ce qu'on va faire de nos données. Eh bien, cette confiance dans les solutions informatiques, c'est véritablement un rôle sociétal que nous voulons jouer. C'est une belle conclusion. Merci Pascal Laffineur de nous avoir rejoints. Je vous rappelle que vous êtes le CEO de NRB. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro des Acteurs de l'écho.